Et on parle de ce conflit avec l'invité de Paris Direct. Aujourd'hui, c'est vous, Laure de Roussy-Rochegonde. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la régulation des systèmes d'armes létales autonomes. Le niveau de destruction des immeubles à Gaza est plus ou moins, voire supérieur aux destructions dont ont souffert les villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les mots ces dernières heures du patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Diriez-vous que si on atteint aujourd'hui ce niveau de destruction à Gaza, c'est grâce ou à cause de l'intelligence artificielle ? Alors, ce qu'a révélé une enquête conduite par un journal israélien de gauche qui s'appelle 972, c'est qu'effectivement, ces campagnes aériennes étaient permises par un algorithme qui s'appelle Absora, ça veut dire l'évangile en français. Et c'était un algorithme qui était capable d'agréger un très grand nombre de données très hétérogènes, donc des données venues de renseignements divers, par exemple le renseignement électromagnétique, le renseignement cyber, les images satellites, les écoutes téléphoniques, pour recommander des cibles. C'est des recommandations qui sont très nombreuses, parce qu'on parle d'une centaine de recommandations de cibles par jour, dont à peu près la moitié sont engagées. Et c'est comme ça qu'il y a eu 15 000 frappes depuis le début du conflit à Gaza, ce qui est quand même 3 fois plus qu'en 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice. Et la différence, c'est effectivement cet algorithme qui a été implémenté dans l'armée israélienne depuis 2021 environ, et qui avait déjà servi pendant l'opération Gardien des Murs, mais qui visiblement est beaucoup plus massivement utilisé désormais, avec les conséquences que l'on voit sur le plan de la campagne aérienne. Alors effectivement, l'armée israélienne ne s'en cache pas. Ça fait un moment déjà qu'elle utilise notamment cet outil dont vous parliez à l'instant et dont la capacité a été révélée effectivement par ce site d'investigation israélo-palestinien. Est-ce que vous diriez que c'est la première fois que cet outil d'intelligence artificielle est utilisé à une telle échelle dans la guerre et qu'en ça, c'est un peu un tournant? Oui, c'est un tournant. Il y a 2 tournants. Je pense que le premier, c'est le fait que ce soit à ce point publicisé, puisque dès début novembre, en fait, Tsahal a parlé de cet algorithme. Elle a parlé aussi d'un autre algorithme qui s'appelle Fire Factory, qui fonctionne un petit peu en duo et qui a fait des plans de frappe par drone ou par avion une fois que les cibles sont identifiées. Ça, c'est le premier tournant. Le deuxième tournant, c'est l'ampleur d'utilisation. Et ce qui est assez perturbant sur le plan moral, c'est le fait que, visiblement, ces programmes informatiques permettent de savoir très précisément qui se trouve dans les immeubles, par exemple, qui sont ciblés. Donc, dans un immeuble donné, combien est-ce qu'il y a de femmes, combien est-ce qu'il y a d'enfants. Et ça, c'est très nouveau parce que jusqu'à présent, dans le grand débat sur les dommages collatéraux dans les guerres, il y avait quand même toujours l'idée qu'il n'était pas forcément possible de prévoir très précisément qui allait être victime d'une frappe. Aujourd'hui, on peut prévoir de manière très minutieuse. Ces outils, effectivement, savent a priori jauger en avance, si l'on peut dire, le nombre de victimes collatérales qu'il y aura dans ces bombardements. On va y revenir, mais qui sont in fine actionnés par l'humain, en tout cas à l'heure où l'on se parle. Mais effectivement, ça vient balayer l'idée a priori qu'une guerre technologique est peut-être moins mortelle. C'est ça, et c'est ce qui est très surprenant du point de vue de l'éthique de la guerre, en fait, c'est que très souvent, on associe l'utilisation de la technique, de la technologie, à une guerre plus propre, parce que plus rationnelle, issue de calcul, moins émotionnelle. Or, là, on voit que finalement, la manière dont on exerce une retenue ou non sur l'usage de la force ne peut pas dépendre d'un instrument technique. La technique n'est pas performative, simplement, elle dépend d'une volonté politique. Et ici, la volonté politique est l'élimination totale du Hamas. Ça fait partie des 2 grands buts de guerre avec la libération des otages, et y compris avec ces dommages collatéraux extrêmement massifs, mais parce que l'intérêt stratégique a tellement augmenté que le calcul de proportionnalité, c'est-à-dire la proportionnalité entre les dommages potentiels d'une frappe et l'avantage militaire attendu, a changé. Et maintenant, c'est ce que révèle cet article de 972, alors qu'avant les massacres du 7 octobre, une douzaine de victimes collatérales étaient acceptées par Tsahal pour un membre exécutif du Hamas. Aujourd'hui, 972 parle de plusieurs centaines pour un membre subalterne du Hamas. Et ça se voit par exemple dans les frappes sur les immeubles assez hauts, où par exemple un membre du Hamas peut habiter à 1 étage, mais il faut détruire un immeuble qui fait parfois 15 étages pour ce seul membre du Hamas. Donc pour
qu'on comprenne bien, l'outil d'intelligence artificielle utilisé ou les outils par l'armée israélienne donnent toutes ces données, agrègent des milliers de données qu'il faudrait, ou des millions qu'il faudrait, des milliers peut-être, plusieurs jours à des analystes humains pour en faire la synthèse, donnent toutes ces données, toutes ces données à l'état-major israélien, mais in fine, c'est quand même le politique, le militaire qui décide, qui actionne la frappe. Oui, bien sûr, c'est des recommandations de frappe, et donc effectivement, il y en a seulement la moitié qui sont à la fin engagés pour l'instant. La question qui se pose de manière générale dans l'emploi de ces outils dans la guerre, c'est le discernement humain et la capacité à délibérer en un temps limité et avec une compréhension des données là aussi pas complète, parce que ces algorithmes peuvent mélanger des types d'informations. Là où, par exemple, dans le renseignement classique, il peut y avoir un opérateur qui parle une langue et qui donc peut faire des écoutes téléphoniques, un opérateur qui est spécialiste de la reconnaissance d'images satellites, et ils se parlent ensemble, etc. Et donc là, ils peuvent décider si une cible est une cible légitime ou non. Là, il y a seulement la recommandation de cible qui est accessible à l'opérateur, même s'il sait quelles données ont été prises en compte, mais il ne connaît pas la nature exacte des données. Donc, ça pose la question du discernement humain. Voilà, ça brouille ce qui peut présider en réalité à la prise de décision, tant ces arbitrages faits en quelques secondes deviennent peut-être illisibles pour le commandement. Exactement. Militaire au gradé ou pas d'ailleurs. C'est ça, et en plus, le fait d'utiliser ces programmes informatiques tend à accélérer encore le rythme de la guerre, et plus la vitesse est grande, plus il est difficile pour un opérateur humain d'exercer son discernement. Autre question éthique, celle de la responsabilité, elle n'est pas des moindres. Si effectivement il y a des civils qui meurent dans une frappe proposée et non pas générée par l'intelligence artificielle, qui en porte la responsabilité? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est l'opérateur? Est-ce que c'est l'état-major? Est-ce que cette question-là a été tranchée? Alors, cette question, elle se pose plutôt pour les systèmes entièrement autonomes, où là, il y a effectivement un grand débat juridique pour savoir si c'est le chef militaire, l'État, le fabricant, parce qu'il peut aussi y avoir des bugs techniques, et dans ce cas, c'est plutôt le fabricant qui serait tenu pour responsable. Là, dès lors qu'il y a un opérateur humain, la responsabilité incombe à l'opérateur humain ou à son commandement, vu que c'est des militaires. L'intelligence artificielle dans la guerre, à ce stade, vous diriez que c'est une avancée technologique ou c'est véritablement une révolution? C'est une bonne question. C'est un débat, là aussi, parmi les spécialistes. Ce qui est souvent avancé, c'est que c'est la troisième révolution dans les techniques de la guerre. Après la poudre et l'arme nucléaire, les conséquences de cette technologie sur la conduite des conflits sont telles qu'on peut penser qu'effectivement, il y a un phénomène de rupture qui est une rupture à la fois stratégique et éthique. L'autre idée... L'autre chose un peu contre-intuitive, c'est qu'on pourrait penser que posséder ces outils d'intelligence artificielle donne a priori un avantage stratégique. Dans le cas du conflit à Gaza, en tout cas, c'est ce qui est critiqué, enfin c'est ce qui est amené à l'état-major israélien. On leur dit qu'ils n'ont pas réussi à couper les têtes, à toutes les têtes du Hamas, c'est une métaphore bien sûr, alors qu'ils sont munis de ces outils. Donc on pourrait penser qu'ils ne sont pas finalement si efficaces ou si redoutables. C'est vrai que cette guerre en particulier est un petit peu un désaveu pour la vision du tout technologique israélien. Déjà, les massacres du 7 octobre en eux-mêmes ont été un échec sur le plan du renseignement qui est très technologisé du côté israélien. Et là, la poursuite des responsables des massacres suit un petit peu cette même logique et on peut penser que cette volonté d'utiliser à un rythme effréné les technologies vient un petit peu en compensation de cet échec du renseignement le 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait quel pays dans le monde a pris de vitesse les autres sur ces outils technologiques ? Alors, il y a une véritable course à l'intelligence artificielle, pas uniquement militaire d'ailleurs, mais aussi civile. Et les pays qui sont les plus avancés en la matière, c'est les États-Unis, la Chine, la Russie l'était a priori, c'est plus compliqué maintenant du fait des sanctions et des difficultés à développer des nouvelles technologies dans le contexte actuel. Après, il y a ce qu'on appelle des États du second cercle, qui sont des États qui ont des capacités mais qui sont quand même moins avancés, dont fait partie la France par exemple, mais dont fait aussi partie Israël. Et ça, c'est important de le dire, mais en réalité, quand on regarde, maintenant, toutes les armées modernes intègrent des outils d'intelligence artificielle dans leur système d'armes. Qui sont développés d'ailleurs par leurs propres services ou par des groupes privés ou par les deux ?
Alors plutôt par des groupes privés, c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, comme ces technologies sont développées par des entreprises du numérique, les armées se retrouvent plutôt en situation d'intégrateur. Alors qu'autrefois, le cycle de l'innovation était l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'innovations technologiques qui avaient lieu dans les armées, par exemple le GPS, Internet, c'était le cas, et ensuite elles étaient civilianisées, c'est comme ça qu'on appelle ce phénomène, et trouver des applications, par exemple nous on utilise Internet et le GPS chaque jour. Là, c'est plutôt l'inverse qui se produit, mais c'est très difficile pour les armées parce que les programmes de développement capacitaire, les programmes d'armement sont dans un rythme très long. Souvent, c'est parfois 20 ans. Et là, les technologies évoluent tellement vite que c'est beaucoup trop long pour le rythme de l'innovation, typiquement des géants du numérique américains ou chinois. Et puis ça pose question aussi sur l'encadrement international de ces outils dans la guerre. Malheureusement, le temps nous manque. Pour en parler, il faudra donc revenir. Merci beaucoup, Laure de Roussy-Rochegonde, chercheuse à l'IFRI. Je rappelle le sujet de votre thèse récemment soutenue, Heures et malheurs du contrôle de la force. Il en était question. Merci encore. On se retrouve après la pause.